Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Académie argentine de chirurgie, Monsieur le Président de l'Académie française de chirurgie, Monsieur le Secrétaire général, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs. André Toupet était de taille moyenne. Il avait un beau visage, régulier. Il était brun, avec une raie parfaitement dessinée sur le côté droit de sa chevelure. Ses yeux plissés, un peu rapprochés, témoignaient de son attention aux détails. Mais sa voix était très particulière. Elle était certes forte, ferme, mais un peu nasonnée. Elle était reconnaissable entre toutes et parfois imitée. Il était très élégant. Comme vous pouvez le voir, il avait l'habitude de relever le col de sa blouse et il aimait beaucoup les étoffes anglaises. Ses costumes étaient toujours très bien taillés et il portait des costumes marines à fines rayures blanches, mais très souvent aussi des princes de Galles. Il avait une ascension médicale longue. Son grand-père était déjà médecin des hôpitaux de Paris, mais il était aussi le médecin de la famille royale, et tout particulièrement du 5e fils de Louis-Philippe, le duc d'Aumale, qui l'accompagnait souvent dans ses campagnes militaires. René Toupet était son fils, qui a été nommé à l'internat malheureusement au moment où son père mourait d'une diphtérie contacté dans son service à l'âge de 56 ans. René Toupet a été nommé major de l'internat de Paris à 22 ans. Et Édouard Quenu le décrit très bien comme un homme simple, discret, mais aux propos sans ambiguïté, avec des gestes mesurés, une tranquille assurance, qui suggérait une impression de solidité, de pondération et d'équilibre. Et quand il éduquait ses enfants, il insistait beaucoup sur l'autodiscipline et il leur disait « il faut que vous soyez capable d'autodiscipline comme le fait le golfeur professionnel, comme le fait le pianiste ou le chirurgien ». Par exemple, quand André Toupet a voulu apprendre à pêcher à la mouche, il l'a forcé pendant 6 mois à pêcher à la mouche sur la pelouse avant qu'il s'entraîne dans la rivière. René Toupet, en 1910, est nommé prosecteur de l'amphithéâtre des hôpitaux de Paris. La technique opératoire, il la cultivait avec passion. Il l'enseignait avec une patience infinie aux internes, depuis les notions les plus élémentaires jusqu'aux opérations les plus complexes. Il répétait sur le cadavre toutes les méthodes et tous les procédés chirurgicaux. En 1928, il prend à Bicêtre une sorte d'infirmerie comme elle existait dans les hôpitaux de Paris. Il y en avait une aussi à Saint-Vincent-de-Paul que Jean Dubousset connaît bien. Et il fait de cette petite infirmerie un des meilleurs services de Paris. Son fils, André Toupet, va naître le 6 janvier 1915. Il aurait actuellement 101 ans. Il va d'abord être éduqué à la fameuse école des Roches en Normandie, et il passera un baccalauréat de philosophie à 18 ans parce qu'il détestait les mathématiques. Il rentre ensuite dans la carrière médicale, il aura des difficultés à passer l'internat, mais cet internat est quand même très difficile. Il y avait 800 candidats, il y a 80 reçus, et il sera reçu au 4e concours, mais comme beaucoup d'entre nous. Il sera reçu 30e sur 80.
Et il choisira son internat et il passera 2 ans chez son père. Auparavant, il s'est beaucoup adonné au sport. Il était très sportif, c'était un sportif accompli. Il nageait, il faisait du hockey sur gazon, il faisait beaucoup de tennis, notamment avec son frère Henri, qui deviendra un champion de tennis, et il faisait aussi de l'aviron en compétition. En 1939, il se marie avec Henriette Milon, dont il aura 5 enfants. Au cours de son internat, il choisit aussi, il reconnaît un peu plus tard que c'était peut-être une erreur, il choisit de travailler chez son père et d'être 2 ans interne chez son père. Son père qui a formé des chirurgiens brillants, Pierre Petit, Lucien Léger, Le Brigand, Huguier. Son père qui parlait peu, mais qui opérait beaucoup. Son père qui, dans la chirurgie, qui est un art d'exécution, cherchait à pratiquer la perfection. Il avait abandonné les surgés, il avait abandonné l'aiguille de couturière, et il faisait toutes ses sutures digestives à points séparés avec une petite aiguille courbe montée. Il voulait que ces sutures soient les plus exactes possibles, que l'hémostase soit la plus minutieuse possible. Inutile de dire que le fils a souffert de ces exigences, car René Toupet était autoritaire et exigeant. Par exemple, son fils a été obligé de faire 50 interventions sur le cadavre avant de réaliser la première intervention sur le vivant. Il était obligé d'emmener chez lui des pièces opératoires de gastrectomie pour faire des sutures dans sa salle de bain sur ces spécimens opératoires. Mais au moins, il eut une très bonne formation et on disait d'ailleurs que René Toupet n'enseignait pas ses internes, il les dressait. René Toupet laisse quand même son fils voguer. Il sera nommé en 1956 chirurgien des hôpitaux, en même temps que Jean-Paul Binet et en même temps que Robert Méhari. Immédiatement, il est nommé chef de consultation à Bichat. Et il va donc fréquenter très régulièrement l'équipe prestigieuse de Jacques Hepp, où vont progressivement rejoindre Jacques Hepp, Maurice Mercadier, Robert Pernaut, Jean Moreau, où par ailleurs se profile un jeune interne qui s'appelle Henri Bismuth, et où Philippe Boutelier sera un jour médaille d'or. Et c'est donc lorsqu'il est chez Jacques Hepp qu'il va faire la majeure partie de ses travaux. Mais il retourne immédiatement dans l'amphithéâtre des hôpitaux de Paris qu'a fréquenté son père. Cet amphithéâtre n'a pas changé depuis le temps de son père. On rentre toujours par la cour pavée, où il y a à droite l'internat, à gauche le logement du surveillant. On tourne à gauche et on pénètre dans une roseraie magnifique au printemps, lorsqu'elle est ensoleillée, et on aboutit à un corridor entre le bureau du directeur, André Dufour, le bureau du surveillant, et on rentre dans un petit amphithéâtre qui était comparable à celui-ci, avec la même disposition, et où ont lieu les cours des plus prestigieux maîtres de Paris. Jacques Millaret, Jacques Hepp encore, Forel. Mais les cours où on s'écrase sont au nombre de 2. Il y a d'une part Jean Gosset pour la chirurgie de la main, et il y a aussi André Toupet pour la chirurgie colorectale. D'habitude, on commence toujours par un cours théorique. Et ensuite, on va dans les salles de dissection. Pour le premier cours, André Toupet choisit la gestuelle chirurgicale. La gestuelle chirurgicale, c'est le seul enseignement que j'ai reçu
à jamais de toute ma vie. C'est celui d'André Toupet. Il expliquait comment il fallait tenir une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux, disait-il, doit se tenir entre le 5e doigt et le pouce. Parce que quand vous avez fini de vous en servir, vous pouvez le mettre dans la paume de la main et faire les nœuds avec les 3 doigts qui sont libres. Et bien sûr, ce nœud, c'est le nœud de Toupet, le nœud de papa, c'est-à-dire 2 boucles à l'endroit, une boucle à l'envers. Et puis aussi, il enseignait le choix des bonnes pinces à préhension des tissus. Et il disait qu'une bonne pince à préhension doit pouvoir pincer le pli entre l'index et le pouce. Et c'est vrai. Essayez de mettre une pince d'Ombredane, par exemple, sur cette partie de votre individu, vous verrez que c'est impossible, car ça fait très mal. Et c'est vrai qu'une bonne pince à préhension est une garantie de sécurité pour le malade, pour le futur. Ensuite, nous allions dans les salles de dissection de l'amphithéâtre des hôpitaux, où il faisait à nouveau un exposé sur le cadavre. Habituellement, en ce temps-là, traditionnellement, ces dissections se faisaient toujours à main nue. Ces cadavres étaient parfaitement préparés, formolés, ils étaient d'une qualité exceptionnelle. Et le triomphe d'André Toupet, où tout le monde s'écrasait autour de lui, son triomphe, c'était les fameuses lames sacro-recto-génito-pubiennes. En effet, habituellement, du moins en ce temps-là, dans la chirurgie classique, eh bien, le chirurgien passait la main dans le pelvis et puis ascensionnait le rectum. André Toupet montrait bien que ce n'était pas convenable, qu'il fallait disséquer, et donc il isolait les lames recto-génito-pubiennes et il les sectionnait avec ses longs ciseaux, et effectivement, la pièce montait. C'était très spectaculaire, et tout le monde se penchait pour voir un peu mieux. Ces cours étaient vraiment très passionnants. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui, parmi nous, quelqu'un qui était très assidu, c'est Henri Judet, qui est notre futur président de l'Académie nationale de chirurgie. Bien sûr, il faut reconnaître que ces salles de dissection ressemblaient beaucoup au fameux tableau de Rembrandt, la son anatomie, en dehors du costume, rien n'avait changé, et dans ces salles qui étaient un peu froides l'hiver, on chauffait avec des poêles à charbon, ce qui entraînait quelques modifications des corps inhumés. Immédiatement, dès son chirurgicat et même avant, André Toupet fait des travaux chirurgicaux originaux. À l'époque, on faisait beaucoup d'amputations abdominaux-périnéales pour les cancers du rectum. La résection antérieure était inconnue. Et dans les lésions intermédiaires, entre 8 et 12 cm, on utilisait soit l'abdominosacré de Godard-Dallène, soit l'opération de Babcock, qui donnait de mauvais résultats fonctionnels. André Toupet, en une publication dans la presse médicale, devient célèbre en France du jour au lendemain. En effet, il propose une nouvelle intervention, une technique de résection abdominale et transanale du rectum, avec retournement, sans colostomie intermédiaire, et immédiatement, l'intervention de Toupet devient populaire pour ces lésions intermédiaires à bout de doigt et qui sont difficiles à resséquer. Pour ce faire, il utilise d'ailleurs un instrument qui sera l'objet de contrepétrie, qui consiste à abaisser le côlon après avoir disséqué le rectum jusqu'au releveur de l'anus, et à ce moment-là, on retourne non seulement le canal, on retourne le canal anal, et sur l'instrument, on fait une incision qui permet de passer au travers du canal anal la pièce opératoire qu'on laisse sans suture et sans colostomie pour la cicatrisation. Mais il fera aussi d'autres publications, car il est très ingénieux. Et il est chez Jacques Epp, on fait de la chirurgie hépatobiliaire,
Et il va décrire les hépatectomies avec garrot hépatique. C'est une espèce de chaîne de bicyclette qu'on met autour des lobes qu'on va resséquer avec des espèces de vis qui traversent le foie. Et ainsi, on peut trancher le foie sans qu'il y ait de saignement. Mais il va aussi présenter les anastomoses transmésentériques pour ce qu'on appelle les colectomies intermédiaires entre l'angle gauche et l'angle droit. Mais sa publication qui va être la plus célèbre, c'est la plus célèbre. Attendons, pas immédiatement. C'est l'ésophagoplastie avec fréno-gastropexie dans les cures de hernie hiatale et en complément de l'opération de LR. Alors ce titre est un titre finalement génial, très important, car il démontre que quand il propose cette intervention, il suggère déjà que ce que l'on traite, ce n'est pas du tout l'hernie hiatale, c'est le reflux gastro-œsophagien. Et d'ailleurs, dans le futur, on ne parlera plus du tout de cure de hernie hiatale, on ne parlera que de cure de reflux gastro-œsophagien. Mais il termine malheureusement cette publication mal. Elle est très bien faite sur le plan technique. Vous voyez, dans un instant, vous allez voir le premier dessin qui a été fait par Mme Franz et qui est dans la publication originale. Et on voit tout de suite les fils qui unissent l'œsophage et la grosse tubérosité de l'estomac qui est passée derrière l'œsophage. Puis ensuite, il va suturer la grosse tubérosité au pilier gauche, au pilier droit et au pilier gauche, et de même, il va suturer l'œsophage à la face antérieure de la grosse tubérosité, sans fermer l'orifice hiatal. Ce qui est une nouveauté et ce qui par la suite sera appliqué. Malheureusement, il termine d'une manière désastreuse sa publication. En effet, il dit lui-même, malheureusement, je n'ai pour justifier ces idées que 4 cas à vous soumettre, avec un recul négligeable. Alors, dans la salle se lève un homme d'une haute stature, au visage régulier lui aussi, les yeux très bleus, la chemise bleue, le nœud papillon impeccable. Il a déjà opéré 2000 cancers de l'œsophage. Il vient publier 90 reprises de reflux par opération de LR avec François Fekete. Il a publié dans Sorgeret 33 cas d'adénocarcinome, et il démontre dans ces 33 cas que l'adénocarcinome de l'œsophage est dû à endobrachie, qu'il est dû au reflux gastro-œsophagien et qu'il faut le resséquer pour le prévenir. Cet homme a donc une expérience œsophagienne énorme, et c'est Jean-Louis Horta-Jacob. Et Jean-Louis Horta-Jacob commence par féliciter André Toupet. Mais il lui lance une phrase assassine. Il lui dit, en dépit de votre grande expérience cadavérique, pourriez-vous me renseigner sur le confort des malades et la possibilité de régurgitation? André Toupet, humilié, s'en va et lance « Vous devriez tous faire du cadavre ». Et l'intervention tombe dans l'oubli, complètement, reste ignorée. Et en 1980, il prend sa retraite, et il fait un dernier discours à l'Académie de chirurgie, qu'il aime beaucoup, il y vient souvent, c'est un habitué, et il dit « Je prends ma retraite, je voudrais insister sur quelques points. Je crois qu'il faut créer des écoles de chirurgie, avec bien sûr des dissections cadavériques, mais aussi avec un programme et un diplôme. Ceci dit, oubliez-moi, et j'entends encore sa phrase, vous ne me reverrez plus. Et de fait, il part, et il va
prendre sa retraite entre, d'une part, Paris et ses Vlaminck, et d'autre part, sa maison, le Clos des Varennes, à Montigny-sur-Rave. Il cultive bien sûr l'amour de la famille, des enfants, des petits-enfants. Et il se rappelle qu'il a appris à pêcher à la mouche avec son père, donc il reprend ce sport favori. Il va à la ferme d'élevage au-dessus de la rivière pour prendre des truites arc-en-ciel qu'il jette en face de chez lui, et puis il fait des concours de pêche. C'est la truite la plus grosse qui cherche à obtenir, et vous avez ici un exemplaire. Personne ne connaît André Toupet, il vit une vie paisible, et tout d'un coup tout change. En 1982, dans l'American Journal of Surgery, un Français, Philippe Boutelier, ressort son expérience de l'opération de Toupet qu'il a pratiquée. Il y a eu dans son service 200 opérations de Toupet, et lui-même en a fait 23. Et il va étudier de manière très méticuleuse l'intervention de Toupet, et il va la faire pour des cas très sévères, des ésophagites 2 et 3. 3, c'est les sténoses qui dilatent, et après il fait l'opération de Toupet, parfois d'ailleurs par voie thoracique. Et puis, il étudie les résultats. Et voici les résultats après l'intervention de Toupet. À droite, c'est après l'intervention de Toupet. À gauche, c'est les sujets normaux. Et cette publication fait une forte impression, car à partir de ce moment, le nom de Toupet est connu dans le monde entier. Les publications se répètent, très nombreuses. En voici l'une des premières, en 1985, c'est une étude randomisée qui montre l'efficacité de l'intervention de Toupet. Et en 2002, un chirurgien d'origine française, Namir Katkouda, ancien praticien hospitalier avec Jean Mouyel à Nice, est nommé auprès de Tom de Mester à UCLA, University of California, Los Angeles, et il décide de rendre hommage à André Toupet. Il trouve qu'on connaît le nom, mais que l'homme est très intéressant, et il reprend toute la vie d'André Toupet, qu'il présente dans Annals of Surgery, dans un article de 20 pages, qui est le premier article de cette revue. Et il termine par cette phrase, par ce titre, que je trouve parfaitement adapté à cet éloge. André Toupet, un chirurgien, technicien par excellence. Merci. Merci. Merci Bernard Launois pour cet éloge d'un chirurgien français qui reste connu dans le monde entier et qui n'a sûrement pas eu l'heure de gloire au moment de son activité professionnelle. Maintenant, je vous propose donc d'interrompre la séance pour permettre à la famille de se retirer avant que nous reprenions nos activités académiques dans 5 minutes.